Salut tout le monde, bienvenue dans les Fafilines. Oui, effectivement, aujourd'hui j'ai de la visite, Tarja. Elle a décidé de filer un petit peu colleuse, alors, ben ouais. Donc, c'est ça, ça est tenté de venir un petit peu. Aujourd'hui, ben, on va parler de Freddie Mercury. Oui, effectivement, le chanteur de Queen qui nous a quittés, mort du sida. Ben, on va raconter un petit peu vite comme ça son histoire. Alors, bien entendu, on n'ira pas trop dans les détails avec le groupe, ça, on le fera un petit peu plus tard, mais vraiment se concentrer sur Freddie Mercury, qui est né en 1946. Lui, c'est dans les îles Zanzibar. Son vrai nom, c'est Farouk Bulsara. Et ça, c'est pas loin de l'Afrique, c'est sur l'océan Indien, pas tellement loin de l'Afrique. C'est une colonie là, anglaise là, qu'il y a eu, parce que même ses parents, qui étaient des fonctionnaires de l'État britannique du côté des îles Zanzibar. Alors, c'était quand même une famille bourgeoise aussi. Là, c'était une famille très aisée. Et lui et sa sœur, Freddie et sa sœur, sont allés étudier, eux, du côté de l'Inde à Bombay. Et puis, c'est là qu'il a appris à jouer du piano dès l'âge de 12 ans. À 12 ans, il a commencé à jouer du piano. Et c'est sûr que là, bon, il faisait la grosse vie là-bas. Puis, tu sais, c'est vraiment là, l'eau est chaude. Il y a les domestiques, il y a la petite baignée à tous les jours. Puis, tu sais, c'est vraiment une vie assez paradisiaque en même temps. Tu sais, fait que ça allait quand même assez bien là-dessus. Et puis, c'est ça, à un moment donné, ben, c'est son père. Il a emménagé du côté de l'Angleterre, puis là, ben, il a emmené toute la famille au complet. Alors, toute la famille sont partis rester dans le Middlesex du côté de l'Angleterre. Bien entendu, Middlesex, c'est pas le climat canadien, par exemple. Là, l'hiver, ils n'ont pas les hivers, dérange pas d'argent, ils n'ont pas les hivers canadiens, mais il y a quand même une très grosse différence entre le climat de Middlesex et aussi les îles Zanzibar, bien entendu. Là, la petite baignée du matin et de l'après-midi, c'est terminé. Alors, on passe complètement à autre chose. Et c'est ça. Donc, lui, c'est le cas de dire, bon, à cause qu'il a un petit teint un petit peu plus bronzé, ben c'est sûr que du côté de l'Angleterre, en même temps, en plus que le climat est complètement différent, beaucoup plus rude, ben la vie occidentale est vraiment différente aussi. Et les jeunes anglais, ben quand on parle un petit peu là, de l'intimidation et ainsi de suite, ben lui, ça arrivait qu'il était souvent intimidé, surtout qu'il n'a jamais été physiquement en mesure trop de se défendre. Alors, ça arrivait souvent que des jeunes Anglais lui cassaient la marboulette, autrement dit. Et puis, ça arrivait souvent, mais bon, ça faisait partie un petit peu de la jeunesse, de son adolescence anglaise, ce qui n'a pas empêché de faire de la musique. C'est à l'âge de 16 ans à peu près qu'il a commencé à faire des cours d'opéra et pour s'en aller en chanson. Mais il ne chantait pas encore, hein. Il a fallu même à 18 ans, lorsqu'il a rencontré Roger Taylor et Brian May, c'est là où il a commencé à chanter avec le groupe parce que au début, c'était tout simplement un pianiste. C'était tout simplement un pianiste et puis qui faisait des chansons des Beatles, qui était un amateur de rockabilly, un amateur d'Elvis, même que la chanson Crazy Little Thing Called Love qu'il a faite, c'était vraiment un hommage à Elvis parce que c'était son idole. Alors, c'est ça. Et puis le groupe, ben, on sont lancés un peu dans le coin de 1972. La pièce à 45 tours, Keep Yourself Alive. Keep Yourself Alive. Ouais, c'est ça. En 1972, premier 45 tours du groupe, mais au début, ça ne pogne pas. Faut pas se leurrer avec ça. Le groupe, c'est pas eux qui sont capables là, vraiment de fonctionner. Malgré tout ça, ben, avec Roger Taylor, imaginez, on est au début des années 70, là. OK, 1973, il rouvre avec Roger Taylor en affaires une friperie. Oui, puis pourtant, la friperie, les friperies, ça a été très populaire dans les années 90 seulement, mais imaginez qu'en 73, il part une friperie avec Roger Taylor. Et la raison est fort simple, c'est que il voulait, et bon, le groupe, surtout le groupe, mais surtout lui, ce qu'il voulait, c'était d'avoir des costumes différents pour chaque concert. Donc, en achetant et revendant, parce que les gars n'étaient pas nécessairement tous riches,
Alors, en achetant et revendant des costumes, ben, il pouvait avoir une plus grande variété là, avec des vêtements usagés. Alors qu'il voyait quelque chose qui était, ah, tiens, on va voir ça pour notre prochain show. Ben, c'est ça, tu sais. Le nom de Queen, c'est Freddie Mercury qui l'a trouvé. Bon, les gars, ça ne tentait pas tellement d'avoir ce nom-là, mais ils ont fini par accepter. Pourquoi Queen? Ils voulaient avoir un nom accrocheur, un nom majestueux, un nom royal. Et ils trouvaient que Queen, parce qu'à l'époque, il y avait le groupe King, alors The Kings aussi. Et c'est ça, donc, ils voulaient avoir ce nom-là. Le groupe fait la première partie de T-Rex au début. T-Rex, ça a été un groupe qui était quand même très populaire au début des années 70. Alors, le groupe fait la première partie de T-Rex. Et aussi, il tombe en amour. L'amour de sa vie. Ah, Mary Austin, qui est une fille. Mary Austin, parce que on va parler tantôt de son homosexualité et ainsi de suite, mais sauf qu'à cette époque-là, il rencontre une fille, il tombe en amour avec elle, Mary Austin. C'est l'amour fou, OK? Mais sauf que ça, on va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Et puis, il y a aussi la pièce Bohemian Rhapsody, qui, parce que Freddie Mercury n'a jamais voulu commenter ses chansons. Toutes les chansons qu'il a écrites, il n'a jamais voulu commenter ça. Il a tout le temps dit, non, moi, ça reste à moi, puis j'ai pas à partager ça avec personne, ni avec les membres du groupe, parce que on a demandé à Brian May, mais c'est quoi l'histoire de Bohemian Rhapsody, tu sais, parce que on disait que c'était comme un peu un coming out sur son homosexualité, ce qui est complètement faux. Le plus proche que Brian May a mentionné, il a dit, moi je pense que, et c'est selon lui, mais c'est quand même assez bien branché le gars, là, tu sais. C'est un Queen, un des fondateurs du groupe, là, tu sais. Il connaît un petit peu plus ça que n'importe qui. Selon Brian May, c'est que la chanson Bohemian Rhapsody, c'est l'histoire d'une fille que Freddie Mercury aurait connue et que c'était une fille qui était quand même assez méchante envers des gens, envers surtout sa mère. Et puis, ça donnait pas tellement bien avec sa mère. Et la fille est tombée malade avec une maladie incurable. Alors, elle voulait se faire pardonner par sa mère avant de mourir. Elle suppliait sa mère de la pardonner, et ainsi de suite, pour les conneries qu'elle a fait. Alors, on parle un peu, ça serait vraiment là, vers ça, l'histoire de Bohemian Rhapsody. Mais, comme je vous dis, ça vient de Brian May. Donc, c'est sûr que c'est assez crédible, là, tu sais, et non d'Eric Flynn, là, par exemple, là, ou d'un magazine ou d'un site Internet, là. C'est ça. Ah oui, puis au début, ils ont fait 3 concerts. Le dernier concert des 3, au tout début de leur carrière, il n'y avait que 6 personnes. Imaginez. Mais tu sais, je me disais, tabarouette, imaginez, tu sais, le gars ou la fille qui était présent, il dit, ah, on était à 6, mais tu sais, j'y étais, tu sais. Ça, c'est quand même assez spécial, là. Aussi, bon, bien entendu, le groupe, ça a été une machine à hit, mais comme je vous dis, le groupe, on va en parler une autre fois. Queen, on n'a pas besoin de trop aller loin pour parler des machines. C'était une machine à hit dans les années 70-80. Tout ce que Queen faisait, ça se transformait en succès. La plupart du temps, le groupe allait souvent en Suisse, à Montreux, pour les enregistrements des chansons. Oui, il tombe en amour avec Dave Clark, des Dave Clark 5, le batteur. Qui a connu beaucoup de succès dans les années 60, qui fait partie de l'invasion britannique. Il a été en couple assez longtemps avec lui, sauf qu'il n'était pas là à sa mort, par exemple. Ça n'était plus avec lui. Fait à noter, si vous avez la chance d'aller voir, c'est la pièce I Still Love You, le vidéoclip. C'est que là, on en a, bon, vers 87-88, il apprend qu'il y a le sida. Bien entendu, le sida fait peur à tout le monde dans ces années-là. Je peux vous dire de quoi que. Une chance que le sida est arrivé en 2020 parce que je pense qu'il n'y aurait plus personne qui aurait fait l'amour, là, tu sais. C'est encore plus gros que ce qui est la coronavirus, là, tu sais. C'était vraiment épeurant. Le sida a changé beaucoup de choses. Moi, pour avoir vécu certaines expériences avec des filles, dès que le sida a commencé à se répandre, ça a été. Les relations sexuelles ont été différentes pour tout le monde à partir de là. Pour ceux qui. Parce que, bon, c'est sûr que le couple qui est ensemble depuis 1978, que le sida est arrivé, à moins que tu sois infidèle, mais bon, là, c'est là que des filles commençaient à demander un petit peu plus
qu'on aille faire des tests pour être sûr qu'on n'ait pas le sida, puis tu sais, bon. Alors, le sida qui se répand partout dans le monde, qui est devenu vraiment le fléau dans tout ça, et lui, ben, il apprend justement qu'il est atteint du sida. Mais à cette époque-là, je vous parlais de Mary Austin, c'est qu'il était avec elle dans les années 70. Mais à un moment donné, il est devenu bisexuel. Freddie Mercury n'était pas homosexuel. Freddie Mercury était bisexuel. Il y avait Mary Austin, avec qui il a été fidèle à elle, dans les femmes, et il couchait avec d'autres hommes. Et là, du côté des hommes, ben, c'est ça. Il y a eu plusieurs hommes dans sa vie, dont Dave Clark, des Dave Clark 5. Il y a eu plusieurs hommes dans sa vie, mais il n'y a eu qu'une seule femme, et c'était Mary Austin. Ça, c'était l'amour de sa vie. Et jusqu'à sa mort, elle aura été l'amour de sa vie. Donc, là, il apprend 87-88 qu'il est atteint du sida. Et si vous allez sur YouTube, vous tapez Queen, I Still Love You vidéoclip. OK? Le vidéoclip de I Still Love You. C'est que là, vous allez voir le visage de Freddie Mercury comme il y a du make-up. C'est que là, son visage, sa peau, il est tellement devenu magané qu'il a fallu mettre ça à peu près de make-up sur lui. C'est fou le make-up qu'il y a au visage, là, parce qu'on voit surtout le visage là, dans ce vidéoclip-là. Mais c'est fou, là, tu sais, parce qu'il y a la peau tellement maganée. Et ça, c'est l'avant-dernier album. L'autre album après, ça commence par lui, mais bon, peu importe. The Show Must Go On, là, on a The Show Must Go On. Ben là-dessus, là, on a vraiment là, tassé là, Freddie Mercury des vidéoclips parce que là, ça devenait. Puis de toute façon, il y avait de la misère à avoir la forme. Bon, OK, parfois on fait un tournage demain. Parfait, ça commence à 8 heures demain matin, mais lui, bon, je suis pas assez en forme. Ah, ben, on va s'en prendre demain. Le lendemain, ben, je suis pas assez en forme. Tu sais, il était vraiment là, rendu à la fin, là, tu sais. Il était très, 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 très magané. Alors, il a fallu attendre, bon, en 1991, le 23 novembre, qu'il envoie un communiqué à ses fans, parce que là, il y avait des rumeurs, là, tu sais. Là, ça commençait un petit peu à parler, puis là, il se passe quoi avec Freddie, là, tu sais, ça a l'air bizarre. Puis surtout que il était toujours dans les vidéoclips, comme je vous disais, il a toujours participé dans les vidéoclips, comme en 87-88, quelle chanson, je m'en souviens plus, mais ça se passe sur un train. Ça faisait pas longtemps qu'il y avait du sida. Il avait commencé à être affecté, mais il avait décidé que oui, on fait une vidéo pareil sur un train en train de rouler. Ça a été vraiment une grosse performance là, de sa part. Beaucoup d'efforts, dans le fond, là, tu sais. Et c'est ça. Il a envoyé un communiqué à ses fans le 23 novembre 1991 pour dire, écoutez, je vais arrêter de me cacher, là. Je suis malade, j'ai le sida, puis je vais pas bien, puis je vais sûrement mourir bientôt. Parce que, bon, ben, c'est ça, on meurt tous du sida. Hein? Et puis, c'est ça. Et là, ben, c'est le lendemain, le 24 novembre, à l'âge de 44 ans, c'est qu'il est en compagnie de son nouveau copain, qui est Jim Newton. Il est avec lui, ben, nouveau, ça fait quand même quelques années qu'il est avec lui, qui est un coiffeur irlandais. Et aussi avec Mary Austin. Il y avait Mary Austin qui a toujours été là, qui a toujours été avec. Et à un moment donné, il dit je vais aller m'allonger un petit peu, là, je suis fatigué. Je vais aller m'allonger une petite demi-heure, puis je reviens. OK, on va voir, pas de problème. Et puis, il s'est allongé, il y avait ses draps de satin blanc, et puis là, ben, il se couche. Et puis, parlant de chat, j'avais tardé tantôt, c'était un amateur de chat, lui aussi. Il y avait, je me souviens plus le nombre de chats, mais c'était un amateur de chat aussi. Et puis, c'est ça. Alors, c'était un cat lover. Et puis, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il s'est endormi pour toujours. Sa sieste de 30 minutes, en fin de compte, elle n'est pas encore terminée à l'heure actuelle. Alors, c'est pour la vie. Et c'est comme ça qu'il est décédé, Freddie Mercury. Et il a légué, bon, à sa sœur un montant d'argent. Il a légué 500 000 livres sterling à sa sœur, 500 000 livres sterling à Jim Newton. Et le reste, c'est tout à Mary Austin. Donc, c'est elle qui est l'héritière. C'est elle qui a tout aujourd'hui. Tous les droits de Freddie Mercury appartiennent à Mary Austin. C'est elle aussi, bon, là, on dit qu'il a été incinéré dans un cimetière. Bon, on n'a jamais trouvé la plaque.
il n'y a que Mary Austin qui est au courant où est la plaque et les cendres de Freddie Mercury, parce qu'on voulait éviter de faire un lieu culte, un peu comme Jim Morrison au cimetière Père-Lachaise. Alors, c'est ça. Mais c'est Mary Austin qui a tout le contrôle de tout la succession de Freddie Mercury. Alors, je me dis, tu sais, si Mary n'était qu'une copine de l'époque pour camoufler certaines choses, je pense pas que elle aurait tout hérité. Je pense pas qu'elle serait encore présente au moment de sa mort. Donc, il a fallu vraiment qu'elle soit très importante dans sa vie. Peut-être une amie. Même à ça, c'était vraiment là. Mais comme je vous dis, Freddie Mercury n'était pas un homosexuel. Freddie Mercury était bisexuel. Elle est là la différence. Oui, il aimait les parties de saucisses, mais il aimait aussi les parties de golf. Juste avant de terminer, Bohemian Rhapsody, qui était numéro 1 en 1975 en Angleterre, ben, ça a été la première chanson à devenir numéro 1 une deuxième fois après le décès de Freddie Mercury. La pièce a été une deuxième fois numéro 1. Ça a déjà arrivé que la même chanson a été 2 fois numéro 1, mais pas la même chanson. Par les mêmes interprètes ou une autre façon. Je m'explique. C'est que la Bamba de Richie Valens avait été numéro 1 dans les années 50. Et il y avait le groupe Los Lucas, quelque chose comme ça, dans les années 80 qui ont fait la Bamba. Et la pièce, elle a été numéro 1. La Bamba a été 2 fois numéro 1, mais par 2 artistes différents. Il y a Candle in the Wind de Elton John, qui avait fait, durant les années 70, la chanson qui a été numéro 1. Et après le décès de Lady Di, il a refait la chanson en hommage à Lady Di, parce que là, il voulait ajouter justement les paroles Lady Di et Diana. Il a modifié les paroles de cette chanson-là pour les ajuster à la fin des années 90. Et cette pièce-là a été numéro 1. Mais sauf que ça a été une modification. Tandis que Bohemian Rhapsody, quand on parle que cette pièce-là, en 75, elle était numéro 1. Et en 91, elle était numéro 1. Elle a été 2 fois numéro 1, mais c'était la même chanson. Il n'y a aucune modification qui a été faite. Donc, ça, c'est un petit peu record que Queen peut se vanter que ce soit Elvis ou n'importe qui, ou les Beatles, les Stones, n'ont jamais été capables de faire. Peut-être un jour, Paul McCartney, Mick Jagger, peut-être, ça va peut-être arriver aussi, lorsqu'ils vont nous quitter un jour. On n'a pas le choix, on s'en va tous. Et puis, c'est ça. 24 novembre, ça, c'est mon petit côté personnel que je tiens toujours à dire. C'est que c'était aussi le décès, ça éclipsait un peu le décès d'Eric Carr, le batteur de Kiss, qui n'était pas le batteur original de Kiss, le deuxième. Celui qui est arrivé, au début des années 80 avec, on l'a surtout connu avec High Love et Cloud, et puis c'est ça, le raton laveur. Donc, c'est ça, Eric Carr qui est décédé, lui, d'un cancer, en même temps, exactement la même journée que Freddie Mercury. Pour des informations personnelles que je peux vous transmettre, c'est que, Freddie Mercury, le premier artiste mort du sida, OK? En tout cas, dans les artistes très connus. Peut-être que, il y a eu un chanteur qui est mort du sida en 90 que personne ne connaît, là, mais on parle, là, au niveau mainstream, de quelqu'un de très connu, là, ou moindrement connu aussi, là, Donc, on a qualifié comme étant que Freddie Mercury est le tout premier artiste mort du sida. Maintenant, le premier sportif, tiens, ça va être un petit apport qu'on ajoute. Le premier sportif, c'est un joueur de baseball. Il jouait pour les Padres de San Diego, c'est Alan Wiggins. Et Alan Wiggins, qui est un joueur de couleur noire, qui lui était un joueur de deuxième but des Padres. C'est de valeur parce qu'il est mort jeune aussi. Et c'était un voleur de but. C'est un gars c'était lui qui était capable d'accoter Tim Raines et Vince Coleman dans les années 80
dans les gros voleurs de but. C'est même Tommy Lasorda, le gérant des Dodgers de Los Angeles, a dit que c'est le gars le plus rapide sur deux jambes que j'ai vu dans toute ma vie. Alan Wiggins, qui est décédé, je pense qu'il avait 24 ans à peu près, qui est décédé du sida, qui est le premier sportif à être mort du sida. Alors, comme vous voyez, là, on est au début des années 90 et là, ben, on voit des gens tomber, des gens connus qui meurent du sida. C'était vraiment là, la grosse chienne. Là, ça a donné la chienne à tout le monde. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Oui, un petit clin d'œil sur l'histoire de Freddie Mercury. Pourquoi? Parce que ça a été un grand chanteur, un grand... oui, il a fait de l'opéra seulement à la fin de sa carrière avec une madame qui est décédée l'année passée. Je me souviens plus de son nom. Là. Comme je vous dis, moi, tout ce que je fais ici, c'est du par cœur. Fait que, c'est du gros par cœur. Et puis, c'est ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Fait que si vous avez aimé ça, les Feflines, ben, faites-le partager à vos amis. Oui, ce serait cool parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de partage, tu sais. Je dis, ouais, tout le monde regarde beaucoup, ben, garde ça pour eux autres. Gardez pas ça pour vous autres. Faites ça partager à vos amis. Il y en a que ça va intéresser, je suis sûr, là, tu sais. Alors, ne soyez pas égoïstes, hein? Ouais. Partagez ça avec vos amis, s'il vous plaît, OK? Ça serait cool, moi, gars, je demande rien en échange. Je demande pas d'argent. Je demande, gars, moi, je suis pas inquiéteux, là, OK? Je fais ça pour l'amour de la musique, pour l'amour de l'histoire, parce que, bon, des fois, on parle pas seulement de la musique, mais moi, je fais ça par amour, tout simplement, puis c'est ça, là. C'est la seule chose que je demande vraiment, c'est, ah ben, parlez-en, puis c'est tout. Alors, ça ressemble à ça, un petit peu à ça. Bye bye!